Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast À bout de taf, le cycle décideur, et aujourd'hui je vous invite à parler de burn-out avec un témoin expert. On en parle partout de ce burn-out qui n'est pas vraiment une faiblesse, mais qui est un signal d'un système qui a failli. Et on l'individualise, ce fameux burn-out. On le fait porter sur une personne, sa responsabilité, sa faillite. Dans les couloirs, dans les bilans RH, dans les discours de dirigeants, le burn-out est devenu un mot valise, un mot du vocabulaire managérial courant, parfois au point d'en perdre la substance. Christophe Desproges n'est pas là pour nous livrer des bonnes pratiques en 5 points. Il est témoin, engagé, associatif, mais aussi sur le milieu professionnel, et soutient ses collègues, mais aussi d'autres personnes qui vivent ces situations difficiles. Il connaît le burn-out de l'intérieur, de l'extérieur. Il a fait le choix de ne pas se taire, de témoigner, d'accompagner, de remettre la parole aux travailleurs eux-mêmes, là où l'institution tend à réduire leur vécu à un dossier médical ou à un indicateur RH. Bienvenue Christophe. Bonjour à toi, merci. J'avais besoin de planter un peu le décor parce que j'ai l'impression que le mot burn-out est devenu valise après que le mot résilience nous ait accompagnés pendant la crise Covid. Qu'en penses-tu? Et tu pourrais ajouter bienveillance. Oui. Oui. Non, mais je crois que c'est super important. Moi, je sais quand je sensibilise, alors que ce soit à l'intérieur de mon entreprise ou sur les réseaux ou avec notre association du club des burn-outés et des bienveilleurs, et on en reparlera parce que les mots ont vraiment un sens. On commence toujours par redéfinir ce que c'est que le burn-out. Je crois que c'est super important parce que c'est effectivement un mot galvaudé. T'entends même beaucoup de bêtises, du style, tu sais, le fameux si t'as pas fait ton burn-out, ouais, etc., etc. Oui, tu n'es pas un vrai de la boîte en question. Non, On exactement. en entend parler assez souvent. Et tu as dit des mots très justes. D'une part, c'est pas effectivement une faiblesse. Tout au contraire, hein, la personne qui a fait un burn-out, effectivement, en général, c'est la personne qui est la plus investie dans son entreprise, qui a probablement une tendance un petit peu perfectionniste, qui veut toujours en faire plus. Mais c'est aussi la personne qui justement ne s'est pas écoutée, qui a pas vu les signaux faibles et qui a été trop loin et qui à un moment donné est tombée. Donc c'est plutôt une personne plutôt forte. Et puis tu as dit aussi quelque chose de très juste, c'est vraiment pas individuel, hein, c'est vraiment un dysfonctionnement collectif, ça il faut bien le comprendre. Une entreprise qui multiplie les burn-out, c'est effectivement un problème d'organisation, très probablement, peut-être de pression, peut-être de manque de transparence ou avec des processus trop lourds, mais c'est loin d'être un problème individuel. Ça, c'est super important. J'ai l'habitude de dire à mes clients RH que, et après on passera à la définition, que s'il y a un burn-out, ça peut arriver par équipe. Quand il y en a 2, 3 successifs en une année, il est temps de se poser des questions. Qu'en penses-tu? Je crois que c'est indéniable, hein. Ce qu'il faudrait dans un monde parfait, c'est justement une entreprise qui constate, ou on va dire la médecine du travail, qui constate effectivement, notamment dans une organisation ou dans une équipe, plusieurs cas burn-out sur un temps déterminé. Il faudrait qu'effectivement que les acteurs, hein, les stakeholders, etc., s'assoient autour d'une table et comprennent pourquoi. Parce que ce qui se passe bien souvent, moi je le vois sur les réseaux, etc., c'est que les personnes vont tomber en burn-out, parfois effectivement de la même équipe, et puis potentiellement elles vont revenir. Alors déjà, en général, elles reviennent trop vite, ce qui va provoquer des rechutes. Et il n'y a aucune remise en question de l'entreprise. Dans la même équipe, parfois. Dans la même équipe ou dans la même organisation. Et concrètement, alors, tu connais probablement Adrien Chignard, il le dit très très bien. Si la personne tombe en burn-out dans l'entreprise, en général, c'est que le plancher est pourri. Donc, si elle revient et que le plancher est toujours pourri, rien n'a été fait pour améliorer les choses, essayer de comprendre, travailler plus sur la prévention plutôt que sur du curatif, on va retomber sur les mêmes problèmes. Alors, on revient déjà sur ton identité professionnelle, associative. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que ça veut dire déjà témoin expert? Alors, moi, je suis dans une grosse boîte américaine. Hein, vous pourrez très vite deviner, ça commence par M, ça finit par T, depuis 22 ans. Donc, je viens de fêter mes 22 ans d'entreprise. Yeah. Ouais, non, mais c'est une super boîte. Je suis très heureux dans cette boîte. On va pas se le cacher. C'est pour ça que j'y suis depuis si longtemps. Et il y a 10 ans, j'ai fait un burn-out. D'accord? Comme quoi, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre et on pourra en parler plus en détail parce qu'il y a effectivement des cas de burn-out. J'ai lu un article très intéressant il y a quelques jours sur une étude qui a été faite. Alors, c'est une petite sur 500 personnes, mais sur un périmètre très délimité de personnes qui touchaient le RSA, qui cherchaient un emploi et qui étaient en burn-out. Ah, d'accord. Tu vois, comme quoi effectivement, il y a des cas, c'est pas forcément un environnement toxique, etc. Parce qu'effectivement, quand on cherche un emploi, c'est fatigant,
c'est surtout aujourd'hui, on voit beaucoup de refus, etc. pour X raisons. S'exposer. C'est s'exposer et on est déjà dans une détresse parce que bon, si on est précarité. voilà, si on est dans la précarité et si on cherche du travail, c'est qu'on veut s'en sortir. Alors moi, j'ai fait un burn-out, tu vois, donc il y a 10 ans. Je viens bientôt fêter mes 10 ans de burn-out parce que je l'ai faite. Alors, de façon symbolique, mais je l'ai faite parce que c'est important pour moi de... Alors ça, c'est mon copain Marc avec qui on a créé l'association qui, lui, il parle de chérir, de comme les prendre... alcooliques anonymes. Ouais, c'est un petit peu ça, de notre blessure, si tu veux, de notre cicatrice. Voilà, c'est le terme qu'il utilise lui. Moi, tout allait, voilà, pendant 12 ans, ça allait très bien. Et puis, il y a eu des changements dans l'organisation. Mon manager qui est parti. Il y a eu un nouveau manager qui avait un mode beaucoup plus dans le micromanagement et qu'il fallait vraiment aller dans son moule, etc. Donc, c'est vraiment des changements qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à donner plus pour essayer de compenser les manques que lui identifiait. Et puis, à un moment donné, je suis tombé. Quand je suis revenu, alors, faut bien se rendre compte, moi, ça fait 10 ans, je suis revenu au bout de 3 mois. Oui, c'était pas du tout la même logique. Non, c'est et pas déjà, du tout. quand tu es tombé à ce moment-là, c'était un diagnostic clinique, médical? Ah bah moi, c'est mon généraliste directement. Hein. Ça a pris, écoute, la consultation. Alors, il m'a dit bonjour, j'ai pleuré. Ah. C'était quand même déjà mon médecin traitant depuis très longtemps. Et ça a été très, très rapide. En plus, il a très vite compris, je pense aussi, en regardant son écran, l'accumulation des rendez-vous depuis plusieurs mois. Alors des fois c'était pour des maux de tête, des maux de ventre, des maux X, enfin tous les maux possibles, imaginables. Voilà, j'avais beaucoup de somatisation. Moi j'ai des problèmes ORL depuis tout petit. J'avais des problèmes de pression au niveau des sinus, ce qu'on appelle la trompe de Stache, qui gère la pression au niveau de ton oreille interne notamment, qui était en train d'exploser. C'est-à-dire que tu sais, c'est un peu comme tu prends l'avion, hein, t'as les oreilles qui bougent. Ouais, mais moi c'était 24 heures sur 24. Donc à un moment donné, c'était très compliqué à gérer. Et donc il a mis le mot directement. Donc ça a été très très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. J'ai eu la chance de tomber sur un médecin qui connaissait parce qu'il s'était lui-même informé. Tu vois. Aujourd'hui, on estime, alors c'est des chiffres belges parce c'est toujours pas une maladie professionnelle en France. On est à plus de 14 mois d'arrêt en moyenne. Donc ça veut dire que l'arrêt du burn-out, c'est vraiment allongé aussi. Voilà. Donc moi 3 mois, donc il a mis le diagnostic immédiatement. Aujourd'hui, je pense que je le vois de toute façon autour de moi. Une personne qui tombe en burn-out, elle n'est pas absente 3 mois. Elle est absente forcément plus longtemps. Oui. Ouais. Donc moi c'est 1 an. C'est à peu près voilà. C'est à peu. Moi je le constate. C'est à peu près un bon retour. Sinon, avec un bon retour, avec un bon retour préparé. Voilà. Et tu l'as dit dans l'intro. Une des grosses problématiques, c'est qu'effectivement les personnes qui sont tombées. Et un bon départ, pardon. Et un bon départ et un bon retour. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Ouais, un bon départ et un bon retour. Parce qu'il faut effectivement le préparer. Alors, il faut préparer son départ. Moi, je l'ai pas préparé. Ce qui est difficile parce qu'il y a un effondrement, donc la personne n'est plus en capacité de. Alors, le seul truc que moi j'ai fait à mon départ, si tu veux, c'est le jour où j'ai annoncé mon manager étranger, parce que ça c'est un autre facteur. Donc, quand tu bosses dans des multinationales, tu tombes là par exemple en burn-out, tu vas pas être face à face avec les personnes en nous expliquant autour d'un café ce qui s'est passé. Hein, tu le fais, tu vois, en distanciel, dans une langue qui n'est pas la tienne. Ça c'est aussi un autre facteur, même si je parle couramment anglais. Lui m'a posé une question très simple. Il m'a dit: est-ce que tu veux que je prenne des nouvelles de toi pendant ton arrêt, ou est-ce que tu veux que je te foute la paix? C'est une bonne question. C'est une question extraordinaire. Et je lui ai dit: écoute, en l'occurrence, laisse-moi tranquille. Donc, il m'a pas contacté. Le seul truc qu'il a fait qui était plutôt sympa, c'est qu'il m'a envoyé un bouquet de fleurs parce que bon, il sait que moi, je suis un jardinier, que j'adore ça, etc. J'ai reçu un jour un bouquet de fleurs avec je me rappelle plus du mot, mais c'était plutôt bienveillant. Et au retour, parce qu'on parlait du départ, au retour, et pourtant je vais quand même être clair et net, hein, pour moi, il a été toxique. Il a vraiment été toxique. Il m'a emmené vers une pente descendante. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas des responsabilités, hein. J'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait non plus. Mais au retour, il a fait un truc qui était assez extraordinaire, c'est que je suis rentré, donc pareil, en distanciel, tu vois, en visio. Il m'a dit: Christophe, je sais pas ce que c'est que le burn-out, alors tu vas me l'expliquer. Donc déjà, il a cherché à comprendre. Après, il s'est excusé de la façon dont il m'avait managé et la façon dont il m'avait pas écouté. C'est énorme comme ça, c'est très important. Hein. Ouais. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'en fait, plusieurs fois, je lui ai dit que ça n'allait pas, que je m'étais retrouvé en pleurs devant mon écran, etc. Et c'est très masculin. Hein, c'était l'époque.
C'était du style, allez, t'es un homme, ça ira mieux demain. C'était vraiment ça, tu vois. Alors, à l'anglaise, hein, come on mate, pull you better tomorrow. Tu vois, c'est exactement ça. C'est le côté de toute façon, allez, ça va aller, demain ça ira mieux. Et je le blâme pas parce que des amis à moi m'ont dit à peu près la même chose. Et il y avait un grand écart d'âge entre vous deux? Non. Non, non, on est à peu près, alors je me rappelle plus, mais on est à peu près de la même génération. Ouais, je pense qu'on est à peu près de la même génération. On est de cultures très différentes. Il a une culture anglaise. C'est quelqu'un qui me disait pas les choses vraiment droit dans les yeux, tu vois, quand je dis ça, même physiquement, c'est-à-dire que même quand je l'ai croisé ou je l'ai vu à des événements, c'est quelqu'un qui me regardait pas dans les yeux, tu vois, et qui était un petit peu, voilà, qui me En glissait des retrait? messages, ouais, qui me glissait des messages, et il fallait que je C'est les interprète. british, voilà, c'est Très, plus c'est très british. british. Et bon, j'ai vécu en Angleterre, hein, donc Oui, voilà. j'ai vraiment aucune, je suis pas, voilà, Non, mais j'aime c'est beaucoup important l'Angleterre, de mais repositionner le ouais, niveau culturel parce que oui, parce que le manager précédent était américain, tu vois, il s'appelait Eric. Et c'était très drôle parce que la première fois que j'ai discuté avec lui, il m'a dit une chose, il m'a dit, écoute, je suis 100% American centric. Voilà. À l'époque, il n'avait quasiment pas voyagé. Il était quasiment pas sorti de l'État de Washington. Hein, voilà, pour te dire. À l'époque, après, ça a changé. Et il m'a dit, écoute, je veux, parce qu'à l'époque, on avait une équipe finalement multinationale, hein, on avait des gens en Chine, etc. Il me dit, je veux que tu m'apprennes, voilà, à sortir de mon prisme américain. c'est génial! C'était incroyable. Je trouve que c'est quand même, d'un grand niveau de maturité pour les 2, hein. Il y a Et une pour les forme, deux, ouais, pour les deux. d'écoute. C'est pour ça que c'est assez extraordinaire. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au départ, il m'envoyait des mails à l'américaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de merci. Tu vois, t'avais le corps du Straight texte. to the point. Ah, ben ouais, ouais. Mais au moins, ça avait le mérite d'être clair. Sauf qu'à un moment donné, je lui dis, je vais t'apprendre à édulcorer, être un petit peu, voilà. Comme nos entretiens hebdomadaires, c'était toutes les 2 semaines, je crois. Euh, Au fur et à mesure, on a commencé à comment s'est passé ton week-end. Et à un moment donné, au bout de 2 ans, d'ailleurs, juste au moment où il m'a dit qu'il quittait l'entreprise, finalement, des fois, c'est moi qui devais le ramener un petit peu vers le sujet du boulot parce que on parlait beaucoup de nos familles, beaucoup de nos week-ends, de beaucoup de nos activités extérieures et on parlait très peu boulot. Tu vois, donc le paradigme avait changé. Mais voilà, j'ai changé de manager, changé de culture et ça a été pour moi un vrai choc. Un vrai choc. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai changé d'équipe et d'organisation. C'était pas un choix. Oui, c'était C'est-à-dire imposé. voilà, il y a une réorganisation. Mon manager est parti. Je me suis retrouvé avec un autre manager. Mon organisation était dissoute. Et voilà, du jour au lendemain, je me Une suis perte retrouvé de repères, complètement. Et ce qui est très ironique, c'est que je me suis retrouvé dans l'ancienne organisation dans laquelle je travaillais, et où tout avait changé en 2-3 ans. avec une impression de retour en arrière, Avec une impression de retour en arrière, avec une inquiétude de régresser, perfectionnisme. Régression, je sais pas, mais je me suis retrouvé à plus faire ce que je souhaitais faire. C'est-à-dire que moi, j'avais un prisme très axé sur une partie du boulot, et puis on m'a imposé autre chose. Donc le plaisir se délite. Le plaisir, c'est délité. Et puis j'ai perdu, voilà, mon équipe. Ça faisait 2 ans et demi que on se voyait régulièrement aux États-Unis. À l'époque, on voyageait encore beaucoup. Je voyais régulièrement mon collègue chinois, mes collègues asiatiques, les autres pays asiatiques, les collègues américains, etc. On était devenu une petite équipe. Et là, c'était pas un fin mot parce qu'on était très très peu et on avait d'énormes responsabilités et beaucoup d'autonomie. Et on était devenus très proches. Et on est encore, d'ailleurs, toujours en contact 10 ans après. Ce qui constitue quand même un socle de ressources. Le burn-out, c'est aussi un déséquilibre sur les ressources et, on va dire, les fragilités de chacun. Mais les ressources comprennent aussi l'environnement social, le plaisir. Enfin voilà. C'est essentiel. Quand il y a un déséquilibre. Pourquoi aujourd'hui, alors je vais pas dire que c'est la seule source, mais pourquoi il y a autant de burn-out, notamment en France, hein, je crois qu'on est sur le podium aujourd'hui au niveau monde. Il y a certainement le côté télétravail exacerbé, beaucoup trop de gens, alors dans nos secteurs à nous, bien entendu, hein, qui restent finalement isolés à la maison. On l'a vu pendant la pandémie. On est et on restera des êtres grégaires. On a besoin des autres. On a besoin effectivement de ce contact. On a besoin de se parler. Regarde, même nous, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu dans le monde réel, ce que j'appelle moi le monde réel, tu vois, c'est ça. Et on a vraiment besoin de parler avec les gens, d'échanger. Et de toucher le produit même. Et ça, parfois, ça peut être lié aussi à, on a appelé un peu de manière facile les bullshit jobs.
cette question de ne pas matérialiser le travail et qui tout d'un coup le sens, le plaisir, enfin voilà, c'est. Non, mais Et c'est puis exactement ça. il y a 10 ans, c'était quand même un shift économique qui était en train de s'opérer dans le secteur avec l'arrivée des SaaS petit à petit. Voilà, il y a quand même un shift économique qui est et c'est ce qui se passe aujourd'hui en France aussi. C'est pour ça que Absolument. voilà le burn-out continue à augmenter. Mais peux-tu nous dire du coup, c'est le bon moment, comment définir le burn-out? Alors, je vais être très pragmatique. Hein, j'ai ma définition devant les yeux faut pas que je me trompe. Moi, j'utilise celle de la Haute Autorité de Santé, d'accord? Parce que c'est celle qui me convient le mieux, qui est la plus complète à mes yeux. La plus officielle aussi. C'est la plus officielle, mais j'aurais pu prendre celle L'OMS. Ouais, mais qui me plaît moins. Et je pourrais expliquer derrière pourquoi. La Haute Autorité de Santé définit le burn-out comme un syndrome d'épuisement professionnel caractérisé par un effondrement progressif des ressources physiques, émotionnelles et psychiques liées à une exposition prolongée au stress du travail. Pourquoi il y a tout? Parce qu'on parle du physique, l'émotionnel et psychique. C'est pas que dans la tête le burn-out, d'accord? De la même façon, il y a le côté épuisement, qui est évidemment une vérité, professionnelle, parce qu'on est dans le cadre professionnel. Là où on pourrait pinailler c'est un petit mot d'ailleurs là-dessus, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'experts, beaucoup de médecins que moi je côtoie, pensent qu'il faudrait qu'on rajoute le côté aussi personnel. Oui. Hein, pour ça qu'on va parler aussi beaucoup de plus en plus de burn-out parental, Oui. parce que les deux, voilà, surtout dans notre monde d'aujourd'hui, quoi. Et empiriquement, pour l'avoir vécu, non pas personnellement, mais autour de moi, j'ai vu que le burn-out professionnel se manifestait parce qu'il y avait, on va dire, d'autres déséquilibres personnels qui s'opéraient. Ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, hein, je dis pas ça, mais qu'il y a des déséquilibres et qui se profilent, des changements ou bien on va dire un aboutissement d'une situation qui était déjà très difficile et qui continue. Donc voilà, en fait, on craque et on tient plus tous les pans de la vie, quoi. Non, je suis assez d'accord avec toi. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, on est d'accord. Oui. Par contre, il y a un moment donné, moi, par exemple, c'était pas forcément le cas, même si, a posteriori, je me dis que j'avais une fille qui avait 1 an, donc c'était pas non plus simple à gérer. C'était pas le bon moment. C'était pas forcément le bon moment, la pauvre. Non, par contre, il y a un truc très important à comprendre, c'est que avant vraiment de tomber en burn-out, parce que c'est un processus, d'accord, dans l'idéalisme des gens, le burn-out, bah voilà, tu tombes en burn-out. Non. Mais du jour au lendemain, Voilà. tu n'arrives pas à te lever de ton lit. C'est Voilà. l'imaginaire populaire. Sauf un que peu ça. ça fait des mois, voire des années, hein, que ton corps va t'envoyer des signaux, etc., que tu ne vois pas, parce que tu es dans ce fameux déni. Par contre, il y a un moment donné où tu es tellement en hyperstress, en stress chronique, que finalement, tu continues à prendre de plus en plus de plaisir dans ton job, parce que tu es vachement Une forme motivé. d'addiction aussi. Ah, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Il y a quand même un moment donné, parce qu'on est quand même humain, hein, une fois que tu as passé ce syndrome Superman ou Wonder Woman, etc., tu vas te rendre compte que pour la même tâche, il va falloir que tu prennes 2-3 fois plus de temps pour la réaliser. Parce que finalement, tu commences à t'épuiser. Au niveau du cognitif, au niveau du cerveau, notamment au niveau du cortex préfrontal, ça commence à être de plus en plus compliqué. 3 fois plus de temps pour faire une tâche, et ben, tu vas délaisser d'autres tâches. D'autres tâches, c'est pas le bon mot. Tout ce que tu aimais bien faire. Par exemple, faire du sport, promener ton chien. Bien manger. Exactement. Prendre du soleil dans un parc. Donc, tu vas renier, en fait, sur les choses qui te permettaient de garder ton équilibre pour finalement, pouvoir continuer comme t'es perfectionniste, à toujours en faire plus et mieux. Tu vois? Et puis, il y a une forme de légitimation, en fait, du comportement. Moi, ce que j'ai observé aussi, c'est mais j'ai besoin de le faire comme ça, autrement, ça va déraper, tout le monde compte sur moi, ou bien mon environnement personnel dépend de moi. Et puis, dans tous les cas, les autres tâches, je peux les déléguer, mais celle-là, je peux pas la déléguer. Quand je te parle de Wonder Woman et de Superman, c'est ça. C'est que tu te crois essentiel, indispensable. On sait que c'est une vraie bêtise. Encore une fois, c'est les profils de ces personnes-là qui adorent ce qu'ils font, souhaitent travailler à la perfection et toujours aider les autres, et toujours en faire plus, etc., etc. Mais encore une fois, à partir du moment où tu lâches les choses qui te faisaient du bien, le sport, la musique, la famille, les gens, et ben finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que oui, au départ, ça a commencé dans la sphère pro, mais tu commences à forcément impacter ta sphère personnelle. Moi, je m'en rappelle à l'époque, j'en suis pas fier, mais c'était comme ça. Je criais sur tout le monde à la maison. Oui, c'est normal. Et L'irritabilité, hein. c'est vraiment ça.
Et l'ironie, c'est que il y a quelques mois, je témoignais à une émission sur France 2 là-dessus. Ma femme était invitée et on en a jamais vraiment parlé à tous les deux. Et en fait, la journaliste, enfin oui, la personne, la présentatrice lui a dit: comment vous l'avez vécu? Elle m'a dit: mais c'est pas compliqué. À l'époque, moi, je le reconnaissais plus. Moi, j'étais quelqu'un plutôt jovial, plutôt qui aimait faire la fête, qui aimait voir du monde, etc. Et je me repliais sur moi-même. Puis j'avais tous ces mots, notamment ORL, moi, qui m'handicapaient vraiment parce que j'entendais plus. C'est dur, enfin, c'est quand même de la souffrance physique. C'est très fatigant. Ouais, non, là, au niveau ORL, c'était très fatigant parce qu'encore une fois, 24 heures sur 24 pendant des mois, vous avez de la pression, etc. dans les oreilles. Avec une errance de diagnostic, j'imagine. Oui, parce qu'on a tout essayé. À l'époque, on a vraiment tout essayé. Cortisone, aérosol, tout ce que tu veux, etc. Et la cortisone ajoute de l'irritabilité. Le problème, c'est ça. C'est que c'est un cercle vicieux. C'est que moi-même aujourd'hui, je prends la cortisone de temps en temps pour X raisons. Et, ça m'énerve. Non, je suis irritable. C'est connu. Et en plus, moi, ça m'empêche de dormir. Oui, mais c'est le cas. Voilà. Donc, alors, tu vois, c'est toujours compliqué parce que je ne peux plus prendre d'anti-inflammatoires parce que j'ai des problèmes intestinaux. Donc, je prends de la cortisone. Si je prends de la cortisone, je suis obligé de prendre des somnifères. Sinon, je dors pas. Sinon, je suis irritable, etc. Enfin, tu vois, c'est toujours un truc très, très complexe. Et ma femme m'avait dit, elle avait dit à la présentatrice, je le reconnaissais plus. Elle avait même été voir notre médecin commun pour lui demander qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le pousser à bouger de son canapé? Est-ce que je dois le laisser tranquille? Et il avait dit, j'ai pas de réponse parce que c'est son burn-out à lui, c'est sa façon de voir les choses, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il va remonter la pente si tout va bien, mais il faut aussi lui laisser de rythme. Alors, comme ma femme a quand même une tendance à me pousser un petit peu aux fesses, elle m'encourageait à faire des choses. Ce juste milieu n'est pas facile pour, voilà, je peux en témoigner. Voilà. Parce qu'il faut, c'est compliqué parce que on sait que la personne n'est pas bien et en même temps, on sait que si on continue, c'est la pente pour continuer à ne pas aller bien. Donc, il faut arriver à trouver Non, c'est très juste. C'est surtout la pente pour potentiellement tomber dans une dépression, par exemple. Parce que oui, ça s'aggrave. C'est pas la même chose. Les deux sont, voilà, dépression, burn-out, c'est pas la même chose. Par contre, un burn-out qui n'est pas soigné ou qui est sur une pente glissante, tu peux effectivement finir en dépression. Et là, c'est beaucoup plus profond. Et moi, voilà, finalement, elle m'a encouragé à faire des choses. Alors, il n'y avait pas d'injonction, hein, mais et puis peut-être d'une certaine manière je sais que c'est difficile parce que aujourd'hui l'accompagnement sur le burn-out est très compliqué, mais d'une certaine manière, pour des personnes pour qui l'identité professionnelle est très importante, le rituel professionnel, la relation professionnelle, ce sont des éléments très présents dans leur identité, dans leur équilibre. Le fait de retourner au travail 3 mois plus tard, même si c'est dur, c'est comme se remettre en selle après une chute c'est compliqué, mais il faut arriver à trouver le bon rythme. C'est très délicat. C'est compliqué. Alors, ce que je t'ai pas dit, c'est que moi, alors, je suis revenu. Oui. Mon manager était très bien, d'ailleurs, encore une fois. Il m'a posé une question qui semblait anodine, mais qui a été primordiale. Il m'a dit, Christophe, je connaissais pas bien le burn-out jusqu'à maintenant, parce que tu viens de me l'expliquer. Je connais toujours pas bien. J'imagine qu'au bout de 3 mois, tu n'es pas quand même à 100% de tes capacités. Ce qui était effectivement le cas. Il m'a dit, je te propose la chose suivante, si et seulement si tu es d'accord. Et ça, c'était super important. À partir de maintenant, je t'enlève, avec ton accord, dans ta job desk, ça. C'est une adaptation de l'activité. Ça a été ça. Il m'a dit, si t'es pas d'accord, ok. Je lui dis, ok, ça marche. Et le jour où ça ira mieux, tu commenceras, de nouveau à faire ceci, cela. On va être clair, s'il m'avait dès le départ imposé, sans m'inclure dans la solution finalement, ce qu'il m'a proposé, je pense que j'aurais peut-être pu retomber. Oui, mais c'est pour ça que c'est le rôle du manager et c'est très compliqué à expliquer, même si, enfin voilà, tu le sais, on a écrit un livre sur ça, mais effectivement, cette délicatesse d'avoir un manager qui analyse à partir de ce que tu lui as dit, de ton témoignage, et qui par intelligence de métier arrive à trouver, on va dire, à te proposer, à formuler, à verbaliser. Enfin, c'est merveilleux, sauf que, alors, ce que je t'ai pas dit, c'est que quelques mois après, au moment où je me sentais effectivement bien, il arrivait un autre truc, mais c'était indépendant de sa volonté, mine de rien. Oui, bien sûr. C'est que, un jour, lors d'un entretien hebdomadaire, il me dit, Christophe, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Réorganisation, on a fusionné 2 organisations, ton job a disparu. Et je te parle de ça, attention, je te parle de ça 3 mois après mon retour de burn-out. Oui, bien sûr. D'accord? Mais non, mais alors, ça, c'était pas de sa faute. Où je l'ai mal vécu, c'est que il me dit, j'en suis désolé, c'est pas de ma faute.
je te mets, voilà, je rajoute telle personne dans le call Mmh. DRH, Mmh. tu vois avec elle, au revoir. Et je crois que depuis, je lui ai jamais reparlé, 10 Mmh. ans après. C'est-à-dire que, tu vois, Mais ça, ça c'était décrit le compliqué. malaise. Mais ça décrit le malaise d'un manager qui a lui-même, à qui on impose une organisation, à qui, et c'est un problème même, enfin, pareil, pour les DRH, à qui, on conseille, attention, accompagnez vos managers et laissez-les avoir ce rôle managérial parce que c'est compliqué. Et maintenant, en fait, quand il y a des réorganisations, quand le RH prend le lead tout de suite, ça donne un effet que le manager a délaissé son collègue, son coéquipier. Non, non, je suis d'accord avec toi. Après, où je lui en veux malgré tout, c'est que même, tu vois, une semaine, 2 mois après, Oui. jamais il m'a contacté. Non, mais lui-même, il a un malaise. En fait, Ouais, il l'assume pas. peut-être, ouais. Mais Il alors, où l'assume pas. c'était encore plus compliqué, c'est que le reste de l'équipe, pareil. Et là, c'est super compliqué parce et tu vois, Il l'assume pas. Il est mal à l'aise. il est très, très mal à l'aise. Et ce qui a été compliqué il y a pas longtemps encore, c'est qu'en fait, une des personnes de cette équipe-là, alors que moi j'appelais de sa cour parce que c'est quelqu'un qui était assis à côté de lui en fait depuis des années, etc. Qui à l'époque m'avait demandé entre guillemets de manière bienveillante de relire mes emails avant que je les envoie quand même, tu vois, pour te dire où j'en étais au niveau du micromanagement. Ces deux personnes en fait ont quitté l'entreprise et la personne dont je parle là est revenue dans l'entreprise et compte de l'ironie c'est qu'elle est revenue dans mon organisation là. Et je peux t'assurer, alors c'est quelqu'un que j'avais complètement oublié parce que de toute façon de facto on s'était jamais reparlé. Et quand j'ai vu qu'il était dans ma organisation, en plus sur une thématique où potentiellement on peut être amené à travailler ensemble, c'était super dur. C'était Bien super sûr. dur. Par contre, bon, moi je fais ce qu'il faut. J'en ai même parlé à ma manager en lui expliquant, etc. Je dis, écoute, je voudrais bien que fais attention. Faut pas que tu me mettes en contact avec lui, hein, parce que ça va. Je sais pas comment je vais réagir. Et comme c'était quelqu'un qui était pas très franc, tu vois, j'ai peur de ma réaction. C'est plus ça. Mmh. Mais ouais non, mais t'as raison. Et tu sais, enfin, je te l'apprends pas, tu sais, les managers sandwich, c'est ça les M1 en Ouais. plus. Hein. Ils vont répercuter des décisions qui sont pas forcément les leurs, mais c'est quand même ce manque d'empathie. Et tu as raison, c'est probablement le côté mal à l'aise, mais que j'ai quand même mal Bien vécu. sûr. Mais dans tous les cas, c'est une situation impossible et c'est un dilemme pour tous les deux. Et puis, ça montre aussi la charge émotionnelle qui peut rester. Et c'est pour ça que les personnes qui vivent un burn-out vont préférer partir. Ce n'est pas parce que, enfin, et c'est intéressant d'analyser les départs et ceux qui restent, les conditions Ben, pour ça, ceux qui restent et t'as qui raison. continuent à vivre dans l'organisation. Écoute, avec Marc, donc Oui. l'autre co-créateur de notre asso, parce qu'on est maintenant une asso, ça va faire 1 an qu'on est une asso, on a décidé de rester dans notre entreprise. Et on a même fait d'ailleurs des articles, parce que les gens ont du mal à comprendre pourquoi on est Mmh. resté. Alors, on est resté parce que c'est une boîte qu'on aime, dans laquelle on a grandi, etc. Et puis c'est aussi, on a très vite compris que c'était, alors, je parle de mon exemple, moi c'était une situation à un moment donné avec un manager dans un contexte bien particulier. Mmh. Le manager suivant, ça s'est super bien passé. Ma manager aujourd'hui, qui encore une fois, qui est à l'étranger, ça se passe super bien. Pas tous les jours, mais ça se passe super bien. Et c'est pour ça qu'on a souhaité rester dans l'entreprise. Et c'est aussi grâce à ça qu'on a décidé de s'investir sur le sujet. Mmh. Moi, tu vois, la première réunion que j'ai eue, c'est avec mon manager à mon retour. La deuxième, c'est avec mon équipe de l'époque, équipe élargie, où j'ai fait ma première sensibilisation sur le burn-out. Alors, avec les mots que j'avais, hein. Mmh. Il y avait aussi ce côté, je vous prie de m'excuser, parce qu'il y a ce côté de la honte et de la culpabilité. Et ça, c'est important parce que sur le rôle des collègues, parce que les collègues, c'est aussi ceux avec qui on partage une part du travail, une part des activités et autres. C'est aussi ceux avec qui on partage une charge émotionnelle, une forme de charge sociale politique. Donc, ils vont faire écran ou bien ils vont te passer les informations. Enfin voilà, il y a plein de jeux autour des collègues. Et il y a pas mal d'études qui montrent aussi que les collègues ont une forme de patience qui dépend en fait de la fragilité même en question. Donc, selon la fragilité et l'acception sociale de cette fragilité, les collègues vont avoir une lecture, on va dire, de ce qui est acceptable à supporter, de ce qui ne l'est pas. Et c'est pour ça que la question de la sensibilisation, mais aussi le fait d'être transparent, et ça, c'est quelque chose qui est difficile parfois à expliquer au RH, le fait de ne rien dire n'est pas forcément bon pour l'équipe. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette équipe, il y avait du multiculturel. Donc, Oui, tout le bien sûr. monde réagissait pas forcément. Mais alors, la première chose, c'est que tout le monde, quand je me suis potentiellement excusé, hein, Mmh. de leur avoir donné ma charge de travail, parce que c'est aussi ça le C'est burn-out, très hein. japonais. Voilà, oui, c'est un peu ça, ouais. Ils ont dit: «Mais Christophe, alors merci de nous en parler en toute transparence et puis, merci de nous sensibiliser». Alors je peux te garantir qu'il y a 10 ans, je connaissais pas grand-chose, donc je sais pas si j'ai bien fait mon travail. C'est pas grave. Même si, tu vois, l'ironie du sort, c'est une de ces personnes anglaises, est devenue manager et on en a parlé il y a pas longtemps, il m'a demandé d'intervenir dans son équipe, tu vois, pour parler du sujet. Mais finalement, c'était assez cathartique, hein. C'est moi, ça m'a permis de, voilà, Bien sûr. de leur expliquer. Première sensibilisation, depuis j'en ai fait, des dizaines et des dizaines, j'ai formé, sensibilisé peut-être 3, 4, 5 000 personnes, j'en sais pas, peut-être plus que ça dans mon entreprise, tu vois? Et je vais prendre l'exemple de Marc, lui, ça a même été encore plus exacerbé, c'est-à-dire que il est revenu après 1 an. Donc Mmh. son 2e burn-out beaucoup plus profond. 2e burn-out. Ouais, 2e burn-out à 10, 15 ans d'écart, 10 ans d'écart. Et lui, en fait, c'était une des conditions de ce retour. C'est-à-dire que il l'a préparé vraiment avec son management, en disant: «Moi, je veux bien venir, mais à mes conditions», façon de parler, en mettant quelques petites choses en place. Et il a mis des choses en place dans son équipe. Des systèmes d'alerte, code couleur, et cetera, et cetera. Et avec cette demande de continuer, enfin de commencer à sensibiliser. Et c'est comme ça qu'on a commencé à sensibiliser au départ individuellement dans l'entreprise, sur les réseaux, jusqu'au moment où ça devenait d'une part chronophage pour nous au niveau, surtout sur les réseaux, où on est tombé sur des cas sur lesquels on n'était vraiment pas formés, hein, des cas très, 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 très durs. Nous, il y a 6, 7 ans, on était quasiment les seuls à parler, surtout Mmh. en tant qu'hommes, Oui, du burn-out. Et résultat des courses, les gens venaient nous voir pour tout ce qui concernait la santé mentale. oui. Tu vois? Et puis à partir du moment où, je me rappelle d'une personne, alors c'est Marc qui avait géré ça, commençait à parler de suicide et tout. Là, on se dit: «Bon, stop, stop, on sait pas, c'est pas nous, on n'est pas formés», tu vois? Alors, on s'est formés depuis. Et puis même les ERG, enfin les Employee Resources Group, tout ce qui est, engagement social, bénévolat social, accompagnement, par le care, par le soin, par les salariés, même par les travailleurs, faut pas trop mettre dessus. Enfin c'est un niveau d'accompagnement et de sensibilisation qui est, on va dire, comme des voisinages, enfin c'est des éclaireurs. Mais c'est un beau rôle. C'est un beau rôle, C'est c'est important, mais c'est pas des médecins. non, alors ça, c'est important. Que ce soit dans ces communautés ou que ce soit ce que nous on fait, tu vois? C'est pour ça que dans le club des burn-out et des bienveilleurs, il y a bienveilleurs. Les bienveilleurs, c'est ce que je fais aussi moi en interne avec, les Employee Resource Group, et cetera, où on parle de santé mentale, on en parle Mmh. beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'un bienveilleur? C'est issu de ce qu'on appelle des personnes sentinelles au Canada, au Mmh. Québec. Hein, c'est des personnes qui ont été sensibilisées à l'écoute active, un petit peu à la santé mentale, et cetera. Au départ, c'était vraiment la sphère citoyenne et puis ça a été ensuite dans les entreprises. Et en France, notre ami Philippe Rodet, c'est un docteur, a ramené ça en France. C'est quelqu'un que moi j'adore et qui est intervenu sur notre podcast d'ailleurs. Et concrètement, c'est quoi? C'est des personnes, voilà, dans l'entreprise qui vont être à même d'écouter et de diriger les personnes vers les ressources existantes. Oui. Donc c'est pas des thérapeutes, c'est pas des médecins, C'est de c'est l'aiguillage, de l'aiguillage. social, voilà. C'est exactement ça. Et ça, c'est super Bien sûr. important. Et en France, alors Philippe, il a enregistré un podcast il y a pas longtemps et il le rappelle. Il a maintenant formé des milliers de personnes en France parce que ça commence à prendre. Oui. Et ça, c'est aussi super important parce qu'on a beaucoup de pushback. Tu vois, beaucoup de gens dans les entreprises qui disent non, mais ça sert à rien. Mais Ah ils non, ça viennent. sert, c'est juste que il faut pas attendre, on va dire, une forme d'éclairage institutionnel, ergonomique, psychologique. Enfin, je souhaite juste poser le sujet au bon niveau C'est ça. pour ne pas créer le même problème qu'on va avoir sur d'autres sujets. Et finalement, en attendre plus et du coup être déçu après ou alors tomber dans le burn-out même des personnes. Non, mais ça c'est important parce que ces personnes-là, alors on va parler de bienveilleurs dans les entreprises, Oui. doivent aussi être suivies. Parce Oui. qu'effectivement, même si elles vont Suivi, diriger, accompagné. suivies, accompagnées, etc., parce que même si elles vont simplement diriger vers les ressources de l'entreprise ou extérieures, ça dépend, c'est quand même c'est des C'est des éponges. éponges, Hein. elles vont recevoir une charge émotionnelle quand même assez importante. Il faut arriver à réguler tout ça, il faut faire la part des choses, il faut avoir la bonne posture. Enfin, c'est comme l'exemple des référents handicap qui a
toute une question de métier derrière. Je travaille énormément avec mon référent handicap sur le sujet. Euh, t'as tout à fait raison. Et où on voit beaucoup aussi d'entreprises qui sautent pas le pas, en fait. C'est parce qu'elles estiment que dans leurs entreprises, les managers ont ce rôle de care, tu vois, que c'est aussi le rôle des RH, etc., etc., et le rôle des CSE. Alors, moi, je suis au CSE. Oui, je gère beaucoup de personnes qui sont en détresse. C'est aussi mon rôle. Et puis, évidemment, les gens savent par quoi je suis passé et par quoi sur ce dont je parle sur les réseaux. Des référents, voilà. donc, elles viennent naturellement. Elles viennent naturellement ou on me les envoie aussi. Mais, moi, la façon dont je parle des bienveilleurs, c'est, alors, on n'est pas des médecins, on n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des RH, etc. Par contre, on vient en soutien de ces personnes-là. C'est des collègues, des bons collègues, donc profitez-en. Et un truc que je dis aussi très souvent, pour essayer de convaincre les entreprises, c'est que, rappelez-vous d'une chose, c'est que les personnes qui vont tomber en burn-out, ce sont potentiellement vos meilleurs éléments qui risquent de partir plusieurs mois. Donc, vous allez vous priver de plusieurs mois de connaissances, d'expertise, de compétences. Exactement. Avec tout ce que ça engendre sur les personnes qui restent. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, ça a un vrai impact. Hein. Et on va en parler dans le livre. Avec des risques de burn-out pour ceux qui restent. Exactement, exactement. Et ce que je veux vraiment faire comprendre, c'est que il y a aussi les managers, il y a aussi les RH qui tombent en burn-out. Oui. Et dans le cas où, par exemple, où ton manager est toxique, ça arrive. Est-ce que je vais aller lui en parler que je suis pas bien mentalement? Bien sûr que non. C'est très compliqué parce que dans certains cas, dans certains accompagnements des directions RH, on a même relevé que les salariés n'osent pas parler ni à leur manager ni à leur RH par peur, parce que il y a une forme de jugement que les responsables RH sont, partiaux vis-à-vis du manager et qu'ils vont pas savoir garder une forme de posture experte. Et c'est très compliqué. Une fois que la confiance, dans tous les cas, c'est ce que je dis à chaque fois, une fois que la confiance est rompue, il faut du lien. Et les entreprises, les organisations en ce moment ont besoin de cette maïeutique. Et je pense que des exemples comme ça, c'est du soin organisationnel, c'est un bon modèle. Non, mais je pense que c'est vraiment un bon modèle. On va être clair aussi, ça coûte pas très cher. Oui, c'est du volontariat, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat en plus de ton job. Alors effectivement, ça va te prendre un peu de temps, mais après c'est aussi un accord avec ton manager. Moi, ma manager me laisse du temps pour le faire, et je vais même aller plus loin, c'est que je suis le bienveillant de ma manager. Tu vois, c'est assez drôle. Et quand il y a quelqu'un dans l'équipe qui va pas bien, et je parle là d'une équipe vraiment internationale, hein, elle me dit, tu pourrais pas glisser un petit mot, voir si ça va, etc. Parce que moi, il m'en parle pas, parce qu'il y a aussi ce côté, on va être clair, que le manager soit bienveillant ou pas, il y a le peur de, la ligne hiérarchique. Voilà, il y a la ligne hiérarchique, et si je lui parle entre guillemets, de ma faiblesse du moment, qu'est-ce que ça va avoir impact sur ma prime de fin d'année, etc. Parce que on est aussi dans ce prisme-là, quoi. Donc, c'est pour ça que ces bienveilleurs ont ce rôle, croient en plus des liens, en plus de ce qui existe déjà. On n'est pas là. Ça, c'est des discussions que j'ai eues à plusieurs reprises dans plein de cadres. On n'est pas là pour prendre le rôle d'eux. On vient vous donner un coup de main. Mais je pense que c'est même il faut partir du constat d'accepter que les organisations actuelles, telles qu'elles sont construites, ont délaissé petit à petit ce temps-là disponible, parce que c'était jusque-là, je sais pas, des assistants de direction qui le faisaient. Très juste. Des collègues, des N-1, des attachés du manager qui étaient là, qui étaient le bras droit ou qui agissaient comme le sous-chef quand le chef n'était pas là. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est un peu le gras d'un squelette organisationnel. Malheureusement, on a coupé le gras, on a coupé le muscle et maintenant on marche sur le squelette. Donc il faut aller retrouver un peu d'oxygène. Et l'oxygène, en fait, c'est un peu de bénévolat, d'entraide et... C'est du bénévolat, c'est de l'entraide, c'est de l'engagement. Tu vois, donc ce que je fais, moi, dans mon entreprise et à côté, c'est vraiment de l'engagement. Là, tu as parlé de Gras, tu as parlé de Lyon. On peut faire un coucou à notre copine Patricia Ferré d'Envie de Résilience. C'est créer des ponts. Hein. C'est ces liens qui manquent dans les entreprises. C'est des personnes qui ont cette appétence, cette capacité à le faire. Et je pense qu'il faut absolument qu'on s'appuie sur elles, parce que c'est des personnes qui en ont besoin aussi pour leur équilibre. Moi, je sais que dans mon entreprise, si ma manager demain me dit
tu arrêtes tout ça, entre guillemets, tu arrêtes ton engagement interne et externe, parce qu'elle me laisse aussi du temps. Ça, c'est assez génial, à faire ce que je fais pour mon asso. Alors, pas des heures, mais elle me laisse du temps pour le faire. Si demain on me dit, ah, maintenant tu te concentres à 100% sur ton business, mon équilibre, il va vriller et je vais partir en vrille. C'est une certitude. Et j'ai eu des cas managers précédents qui, à un moment donné, m'a dit, ce serait bien que tu arrêtes tout ça, que tu te concentres sur le business. Je dis, mais tu comprends pas que moi, c'est mon équilibre. Et finalement, si tu réfléchis 2 secondes, c'est l'équilibre de ton équipe aussi. Oui, parce que ça nourrit, ça crée un cercle vertueux. Absolument. Et après, tout le monde n'a pas du tout les mêmes. Faut aussi comprendre que chaque travailleur a son propre mécanisme, ses copines mécanismes aussi. C'est que d'une certaine manière, on a l'impression d'une déperdition de temps, de désorganisation, alors qu'en fait, ça crée de l'air. C'est l'inverse, parce que nous, on le voit, alors avec Marc, c'est la même chose, c'est que les gens ont besoin de parler, tu vois. En plus, nous, encore une fois, on est dans des équipes internationales, mais encore récemment, tu vois, on a eu un événement en local, en présentiel, et puis tout d'un coup, tu as les gens qui viennent te poser des questions. Alors, qu'est-ce que vous faites avec votre asso? D'accord, ça consiste en quoi, etc. Et puis, malheureusement, tu apprends quelques temps après que la personne qui t'a posé cette question, au départ anodine, nous on avait compris, elle va pas très bien du tout, quoi. Et donc, il y a ce besoin de parler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, avec l'exacerbation du télétravail et la propension à s'isoler à la maison, ça c'est un vrai problème aussi, hein. C'est un vrai problème parce que finalement, moi je l'ai vu de personnes qui pendant 6 mois ne venaient plus au travail. Mmh. Et ça gênait personne, entre guillemets, tu vois. Surtout avec des managers qui sont à l'étranger, donc tu vois pas si la personne vient ou pas. Sauf que cette personne, finalement, son cercle, c'était quoi? C'était devenu quoi? C'était son bureau à la maison, sa femme, sa fille. Point. Il n'y a même plus de copains, plus rien. Bon, bah, au bout de 6 mois, à un moment donné, il a pété un câble. Tu vois? Donc c'est recréer ce lien, hein, ces ponts, encore une fois, dans ce que j'appelle moi le monde réel, hein. C'est idéalement même aller se promener. Alors faire des pauses, on n'en a pas parlé, mais faire des pauses, faites des pauses, faites des pauses pour plein de raisons. Et puis si vous pouvez, par exemple, aller marcher 5 minutes avec quelqu'un, c'est encore mieux. Sortir de la sédentarité, du bureau gris, des écrans Exactement. permanents. Mais alors, que penses-tu de l'IA considérée comme un compagnon de santé mentale? Parce que quand on voit les études, on voit qu'il y a une forme de confidence qui augmente à l'IA. On Alors, veut moi, l'IA, ce je l'utilise regard. tous les jours, d'accord? Mais est-ce que tu l'utilises comme confident à ta Alors moi, santé je l'utilise mentale? tous les jours pour m'aider dans mon travail. C'est pas une D'accord? Ah, confidence. pas du tout. Enfin, moi, pas du tout. Après, je sais que ça se fait. Je mets en garde mon ado, par exemple, Mmh. qui aurait tendance à le faire parce qu'elle voit ses copines le faire. Mmh. Euh, C'est catastrophique moi, auprès moi, des jeunes, hein. ouais, Il y a vraiment moi, ça me fait peur. Alors, il y a le côté, tu sais, même pour nos générations. Alors, je suis pas sûr qu'on soit de la même génération. Excuse-moi, c'est pas grave. toutes mes excuses. T'inquiète pas. Mais C'est presque. il y a même nous, même nos parents, tu vois, qui ont tendance, par exemple, de temps en temps, quand ils ont un mal, pardon, et qui vont sur Internet pour trouver, Oui. oh, j'ai mal là, est-ce que c'est ça? Et puis tout d'un coup, ah bah, j'ai un cancer de machin truc. Oui. Avec l'IA, c'est devenu ça. C'est parce que Mmh. ça répond tellement, c'est tellement facile. Tu vois, poser la question, Mais et j'ai moi, ça l'impression me que fait c'est peur. même pas ce que je questionne, c'est que c'est pas juste une question de bibliothèque. C'est pas une bibliothèque de réponses, c'est que là, on a un usage de journal intime Alors, il y a deux choses. Il y a le côté bibliothèque et qui de existe. relations. Et moi, ça me fait peur. Et on l'a vu, hein, des cas de jeunes. Alors, je crois que Oui. c'était pas en France, hein, où il y a peut-être même des cas en France, où finalement, la jeune fille était concrètement presque devenue amoureuse Oui. de l'IA Et et ça menait au suicide. il y a la psychose, il y a Voilà. aussi ils appellent ça une forme de delusion. Mais alors après, c'est des cas très rares. Mais au-delà de l'exception, on va dire, il y a quand même un bon morceau. Moi, dans mes classes, je leur demande, il y a quand même des personnes qui me disent, mais moi, je le prends pour mon ami. C'est Ça me fait mon peur. ami. Ça me fait peur. Je vais te donner un exemple. Moi, j'aime apprendre, d'accord? Donc, je continue à apprendre des langues. Alors, j'en parle plusieurs, mais j'apprends des langues avec Duolingo, d'accord? Qui est maintenant concurrencé par l'IA. où il y a de l'IA de toute façon dedans. Ouais. Parce que c'est vraiment plein d'IA, hein. Et justement, moi, il y a un truc qui me gêne avec Duolingo, c'est que il y a un moment donné de tes leçons, tu as en fait un personnage, ou tu as des personnages qui te parlent, en fait, bah, qui te font comprendre que qu'ils sont là, c'est des amis, tu vois? Ah, je suis Harry, je suis ton ami, nanana. Ça me fout les boules. Ça me fout vraiment les boules. Alors, autant j'aime l'appli parce que voilà, je l'utilise. Alors, encore une fois, c'est pas suffisant d'ailleurs, hein, pour apprendre une langue, on va être clair. Il faut après,
écouter des podcasts, ce que tu veux, mais c'est quand même, moi, je le fais tous les jours parce que je m'instruis, mais ce côté-là me fait peur. Après, bien entendu, tu as l'autre type d'IA qui va aider les professionnels de santé, les professeurs, la médecine, etc. Ça, je trouve ça génial. Non, mais moi, je suis pas du tout doomer sur l'IA. Mon propos, c'est que Mais je suis d'accord avec toi. d'une certaine manière, cet usage-là, un peu limite sur la santé mentale, on va dire, Fait très peur. montre qu'en fait, l'humain a besoin de cette écoute. Et c'est pour ça que je faisais le lien avec les sentinelles ou les bienveilleurs. C'est que d'une certaine manière, quand il y a un vide, les gens choisissent autre chose. Et ne choisissent pas forcément l'option la plus rationnelle ou la plus sympa ou la plus moralement ou socialement acceptée. Ils choisissent l'option disponible, la moins coûteuse et qui leur prendra le moins d'efforts possible. Et la plus accessible à n'importe quel moment. C'est pour ça. Et d'ailleurs, les personnes qui utilisent l'IA dans cette condition, ils disent, en fait, elle est là, H24, quand j'ai une insomnie, quand je me sens pas bien, quand j'ai un problème avec mon manager, je le prends et en plus, il y a même plus maintenant le fait d'écrire, c'est au vocal. Donc, il y a une confusion. C'est pour ça que je prenais la transition de Sentinel en disant, en fait, d'une certaine manière, c'est le meilleur moment pour le faire. C'est un argument de poids par rapport aux organisations qui vont se plaindre d'une déshumanisation, d'un manque de confiance, machin. Mais en fait, je suis convaincu, je suis archi convaincu. Moi, je te dis, j'ai une ado et ça me fait peur parce que, alors, bon, maintenant elle est en études. Je sais qu'elle passe beaucoup de temps dans sa chambre parce qu'elle étudie. Mais quand elle était encore lycéenne, le temps qu'elle passait dans sa chambre, sur son lit, avec son téléphone, ça me faisait peur. Et on était presque obligé des fois de l'encourager à sortir, aller voir ses copines parce qu'elle se parlait. Non, mais je lui ai parlé. Je dis oui, mais tu lui as parlé sur WhatsApp ou sur Snapchat, etc. Sortez, allez discuter. Et ça me fait peur comme pas. Alors maintenant un peu moins parce que elle a grandi aussi. Elle a grandi. Où je la rattrape par contre, et ça c'est un autre travail de papa-maman, c'est que elle a toujours tendance malgré tout, même si on en parle souvent, à prendre tout ce qu'elle lit sur ChatGPT entre autres pour argent comptant. Je dis vérifie, cherche l'information. C'est pas parce que elle m'a sorti des bananes, elle m'a sorti des grosses bêtises. Je dis mais tu te rends compte de ce que tu me dis là? Ah oui, c'est pas vrai. Je dis mais réfléchis 2 secondes et puis ah oui non mais en fait c'est vraiment c'est n'importe quoi. Je dis bah oui c'est n'importe quoi mais tu serais capable de le mettre dans un devoir quoi. Oui mais ça typiquement ça s'appelle aussi de la régulation sociale. C'est pour ça qu'on a besoin de rencontrer les autres. Moi je suis de toute façon je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi l'IA d'une part on peut plus s'en passer et puis effectivement ça va prendre une importance encore plus exacerbée. Ce qui me fait peur, c'est effectivement le côté où les gens, tu as raison, où les gens vont se confier à de l'IA au lieu d'aller voir leurs proches, quoi. Et puis, il y a quelque chose de... J'arrive pas encore à toucher du doigt ce point-là. On en parlera en off aussi. C'est qu'il y a une forme de normativité, normativité linguistique. C'est-à-dire qu'on va s'habituer à ce que les gens nous parlent du même conformisme qu'une IA ou de la même gentillesse qu'une IA, une forme de platitude. Ce que je crains, c'est que d'une certaine manière, les collègues, les managers oublient ce que c'est l'ironie, le cynisme, l'humour noir. Et comme on est déjà dans une forme de culture de l'enfance, en fait, on va partir sur quelque chose où en fait, nos sensibilités, si on n'arrive pas à avoir des gens qui sont là, au travail, ça va être compliqué. J'aime bien le mot platitude, cette uniformisation de la pensée et puis de ce qu'on lit. Si, effectivement, l'IA va te recracher quelque chose. Tu as vu, maintenant, il y a certaines IA génératives où ils te proposent, alors, le ton formel, le ton professionnel, le ton... Alors, c'est super pratique dans le cadre du boulot, des fois, hein, parce que tu vas, et je pense notamment, tu vois, par exemple, moi qui travaille sur la neurodiversité, ces sujets-là, pour certaines personnes sur la neurodiversité, ça va les aider à finalement calquer leur message en fonction de leur interlocuteur. Et ça, c'est génial. Oui. Mais du coup, les autres ne savent plus à quoi ressemble une neurodiversité. Oui, sauf que quand tu les côtoies, oui, mais encore faut-il se côtoyer. C'est pour ça que je dis, encore faut-il maintenir. Et se côtoyer visuellement dans le monde réel, encore une fois. Et d'où le côté, la nécessité de se rencontrer.
Et puis il y a tellement de richesse là-dedans aussi, on pourra en parler des heures. Ça, c'est un sujet qui me passionne parce que je le côtoie au quotidien, moi. Donc d'une certaine manière, si on a un point, le meilleur moyen pour prévenir, le meilleur moyen pour assurer un bon départ, une bonne pause, un bon retour, c'est de maintenir le lien. Maintenir le lien, oser en parler, alors aussi bien pour la personne qui est entre guillemets pas bien et puis Concernée. voilà, et la personne en face. Arrêter avec les paradigmes que la personne est faible, etc. Parce que on sait que c'est une grosse bêtise. Et puis encore une fois, rappelez-vous que si vous voulez que votre entreprise continue à s'épanouir, il faut qu'à un moment donné, on ne voulait pas parler de bien-être, mais si les gens ne sont pas bien dans leur boulot, à un moment donné, le travail sera pas bien fait et l'entreprise va pas continuer à s'épanouir. Et je pense que ça, c'est super important. On n'est pas forcément dans la QVCT, mais il faut vraiment, voilà, il faut continuer le dialogue et potentiellement, encore une fois, Parler du travail. parler du travail, parce que le travail, c'est pas de maladie, hein. Où on peut se rendre malade, c'est effectivement les conditions du travail. Le travail en soi, on en a besoin. La preuve, les gens qui en ont pas et qui en cherchent, En sont malades. en sont malades. Dis-nous Christophe, est-ce que tu pourrais te décrire avec un métier? Je vais exagérer, hein. Psychologue, Un outil de travail? un enregistreur. Ah, c'est marrant. Si tu avais une phrase préférée que tu utilises au travail? À commencer par être bienveillant avec vous-même. Elles sont toutes simples. Merci Christophe. Avant de vous dire au revoir et merci pour votre écoute, je vous propose un passage du livre Souffrance en France, la banalisation de l'injuste de Christophe Desjours. Le déni du réel du travail constitue la base de la distorsion communicationnelle. Il est en général associé au déni de la souffrance dans le rapport au travail. En effet, le déni du réel qui implique la survalorisation de la conception et du management conduit immanquablement à interpréter les échecs du travail ordinaire comme l'expression d'une incompétence, d'un manque de sérieux, d'une insouciance, d'un manque de formation, d'une malveillance, d'une défaillance ou d'une erreur relevant de l'homme. Cette interprétation péjorative des conduites humaines est récapitulée dans la notion du facteur humain, utilisée par les spécialistes de la sécurité, de la sûreté, de la fiabilité et de la prévention. Et ce jugement péjoratif retentit douloureusement sur le vécu du travail de ceux qui, de ce fait, sont privés de reconnaissance et sont même souvent conduits à dissimuler les difficultés auxquelles les confronte l'expérience du réel de la tâche. Merci beaucoup, Christophe, pour cet entretien. J'espère que tu as pris plaisir. Moi, j'en ai pris. Un grand merci à toi. Ça fait longtemps qu'on parlait. Et puis moi, j'aime être avec toi parce que tu es quelqu'un d'une part très érudit. Oh. Voilà. Et j'aime ton ton. Merci beaucoup pour tes compliments. Merci. Ça se voit vraiment qu'il fait de la bienveillance parce qu'il laisse toujours la petite note de compliment. Et comme j'ai appris avec les Américains, n'hésitez pas à distribuer les compliments. C'est gratuit. À bientôt sur Un bout de taf. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, de partager autour de vous. Ça nous fait plaisir et ça nous motive pour la suite.